Bienvenue dans cette grande session d'information. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre oyo balubi na biso yango litokosalela oyo ezali Yelusalemi eke liboso tolongaka te ekeke ya mibale tolongaki te ya misatu pe tolongaki te onde ya mine ya suka biso tondimi na biso kovanda na Yelusalemi mpona kosala misala ya Yelusalemi mpe mabondeli bongo bie bongo te likolo mpe se koleka eske likambo tata Nzambe elekaka te ekosala nini ekosalama tozomona bie tozomona te tozoyoka bie tozoyoka te mateyi eza koleka butu moi ndenge nini kovandela na Yelusalemi ndenge nini tokosalela misala ya Yelusalemi ezali ntango na biso mpe chance na biso nkolo Yesu ateyaki makambo na ye ezali komonana nkolo Yesu soki asalisi motu kuna na Bayuda mutu oyo ya kosalisa ye akende kosokola wapi na mai nini kombo nini Siro na Silo bongo biso soki basalisi mutu bakenda kosokola wapi mai ya nsima tozali bana mapamboli mi tozo koneglige mingi na nkambo kasi oyo ezali ntango nkolo Yesu ateyaka lakisaki bokasi na ye papa Kimbangu ateyi alakisi bokasi na ye bapapa bateyi balakisi bokasi na bango kasi toyebaka ke ete 2001 signe de temps ebandaki oyo nyonso nkolo aloba oyo papa Kimbangu aloba oyo bapapa balobaki mokili eningani oyo eza kolakisa ke tokomi na ntango ya suka Kimbangu kiangani Le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandundungidi, accompagné de son épouse et le docteur Banzouzi, ont été reçus en audience par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste et sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, le mardi 23 janvier 2024 en Kamba Nouvelle, Jérusalem. À son arrivée, un accueil chaleureux, digne de son rang, lui a été réservé par la fanfare kimbangiste et les honneurs militaires. Retenons que rien n'a été filtré dans leur entretien avec le numéro 1 de l'église kimbangiste. Gloria, oh Gloria.
Mercredi 24 janvier 2024, il s'est tenu une grande réunion dans la grande salle de rédaction de la radio-télévision kimbanguiste sous la supervision du directeur général accompagné de membres du comité de gestion. Tout a commencé par la prière d'ouverture. 3 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir le remerciement et présentation de vœux aux agents et cadres de la Ratelki pour l'année 2024 et la fête du 1er janvier passée en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Deuxième point, la lecture du règlement d'ordre intérieur et compte de bonne conduite commenté par le directeur général et les directeurs administratifs. Troisième point, nouvelles orientations pour l'année 2024. Ratelki, na ndenge papa simo ki manki ngani, nzambe patron ya chaîne apesa biso responsabilité na fête oyo biso moko na sagesse o papa simo ki manki ngani apesa na biso eza na ba agent eza na ba directeur neto bundaki nzambe apesa so mayele na neto sali monter en Kamba to kinel na force oya biso mona kata Ratelki yango to kosenga pe na 2024 oyo ne ba directeur ba lobi tant Ratelki zo kota en Kamba. Il s'en est suivi de la présentation de différentes coupes gagnées en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Un autre point sensible est traité, la présentation officielle de membres de la commission d'organisation fête du 1er janvier prochain. Vice-président de l'organisation fête, Papa Olivier Pissa. La Ratelki étant une chaîne confessionnelle, la lecture biblique par le directeur de programme, le révérend Emadi Koufouana, était prise en compte. Verset 13 à 14. Le Seigneur dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de traditions humaines. C'est pourquoi je frapperai encore ces peuples par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Mais bisonyo toza awa toza pour papa Simo Kimbangu te. Ponani po oyazali pour papa Simo Kimbangu akoluka nasala nini po papa Simo Kimbangu asepela. Mais mosusu aye nasala nini po na détruire eloko papa Simo Kimbangu po papa Simo Kimbangu asipika. Au finish, le directeur général, Christian Afimpa Konzo, avait prodigué des sages conseils aux cadres et agents de la Ratelki. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu le rendez-vous de ce mercredi 24 janvier en réunissant autour de lui les ministres sectoriels membres du comité des conjonctures économiques. L'évolution des paramètres macroéconomiques au plan tant national qu'international et les programmes du chef de l'État centrés sur la diversification de l'économie ont été passés au peigne fin. Selon Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le gouvernement reste déterminé à rendre effectif le programme du président Félix Tshisekedi tel qu'indiqué lors de son discours d'investiture avec une fixation sur la diversification de l'économie nationale. En outre, le comité des conjonctures économiques indique que grâce aux mesures prises par la Banque centrale du Congo, la monnaie nationale franc congolais n'a pas connu la grande inflation. Le gouvernement Sama Lukonde n'attend donc pas perdre du temps. Tout est désormais mis en œuvre pour amorcer la matérialisation des objectifs que s'est assigné le chef de l'État pour ce deuxième quinquennat. Depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024, que les terroristes du M23-RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangowe, Mwesu, Moudougoudou et Mouchebere dans les territoires d'Omasisi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle
contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mweso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mweso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont dans leur fuite largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. C'était une mobilisation tous azimuts. Les femmes juristes, journalistes et d'autres organisations féminines, foulard blanc sur la tête, des noirs vêtus, elles ont manifesté contre le mariage forcé dont sont victimes de nombreuses jeunes femmes à travers les pays. Pour ces activistes des droits des femmes, la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est le mariage du pasteur Pierre Kasambakana avec une jeune fille d'apparence mineure, s'il faut en tout cas se référer au brevet du cycle terminal de l'éducation de base de Meda Mabiala, né le 29 septembre 2009. Selon ces documents, qui aussi pourrait être un faux, ces femmes sont parties de la place des évolués jusqu'au palais de justice, siège du ministère de la Justice et garde des Sceaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, les mamans congolaises, les femmes congolaises, réunies au sein du cadre du groupe de pression des organisations de défense des droits des femmes, venons solliciter votre propre implication dans l'affaire du mariage forcé engagé entre le pasteur Pierre Kasambakana et la jeune adolescente Meda. Monsieur le Président de la République, en votre qualité de champion de la masculinité positive, les femmes congolaises vous interpellent. Et vous avez dit lors de votre discours d'investiture que les erreurs du passé ne doivent plus se reproduire. Voilà pourquoi nous sollicitons votre implication personnelle, Monsieur le chef de l'État, que cette affaire soit tranchée, qu'il n'y ait pas de viol. Nous dénonçons le viol, nous dénonçons le mariage précoce, nous dénonçons le mariage forcé auprès de la jeune fille. Ces manifestantes ont déposé un mémorandum dans lesquels elles ont repris un certain nombre de recommandations adressées au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Elles l'ont saisi en tant que champion de la masculinité positive, chose que lui rappelle l'avocate et commissaire au compte Rachel Sangwa. Nous ne pouvons pas accepter qu'un petit enfant puisse se marier de cette manière. Nous les mamans, nous pleurons, nous ressentons la douleur d'enfantement, nous sollicitons l'intervention de l'autorité. Le mariage forcé est condamné par la loi congolaise et personne ne peut accepter de donner sa fille comme cadeau sans son consentement à une tierce personne. Le pasteur Pierre Kasambakana est en détention provisoire à la prison centrale de Makala en attendant l'aboutissement des enquêtes. Pour ces manifestantes, ce pasteur doit subir la rigueur de la loi. La place de la jeune fille n'est pas dans les mariages, mais plutôt à l'école. Correspondance du 19 janvier dernier, adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, que Jean-Tilingo Bilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, solliciterait la levée de sa suspension. Jean-Tilingo Bila parle dans sa correspondance des accusations fallacieuses contre sa personne. Ces derniers poursuit en disant qu'en sa qualité de gouverneur, il ne pourrait pas vandaliser le matériel de la centrale électorale.
Pour conclure, Gentili Ngobila effectue un mea culpa en disant « Je me bats avec des personnes qui n'aiment pas le développement et l'avancement de la ville-province de Kinshasa. Ils n'arrêteront jamais de m'accuser à chaque fois qu'ils ont l'occasion. Je sollicite la levée de la mesure contenue dans le message Telegram du 11 janvier 2024 afin de me permettre de continuer à présider sur la destinée de la ville à l'aube de la fin de mon mandat », a conclu Gentili Ngobila. Rappelons que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, avait sur base des accusations portées contre certains gouverneurs, dont celui de Kinshasa, Équateur et Mongala, pris de mesures conservatoires en accordant l'intérim au vice-gouverneur en attendant de tirer au clair toutes ces accusations de fraude et vandalisme. D'échéance fiscale du 1er février 2024, les DG de la DGRK, Miché Moussankama et Lenkai, qui vise une maximisation accrue de recettes au cours de cet exercice, a débuté sa ronde par Ecobank, BGFIBank, Sofibank, Raobank et Solidaire Bank. Objectif, les sensibiliser autour de cet exercice fiscal dont la date butoir est maintenue pour ce 1er février 2024. Nous sommes en train de continuer notre tournée auprès de toutes les banques partenaires de la ville de Kinshasa et avec des objectifs majeurs. Et ces objectifs consistent notamment à la sensibilisation d'abord des banques qui sont nos partenaires et des clients de la banque qui sont aussi assujettis aux impôts, notamment pour leur parler de la grande échéance fiscale du 1er février 2024. La question de la vulgarisation des textes réglementaires était également abordée au cours de ces différents entretiens. À part cela, c'est la vulgarisation des textes réglementant pratiquement la matière imposable dans la ville-province de Kinshasa. Et en matière des taux et des impôts, c'est ce que nous sommes en train de faire aussi au niveau des banques. Lors de cette ronde, le numéro 1 de la DGRK s'est fait accompagner par quelques cadres de la régie financière de la capitale, dont les directeurs de recouvrement, les directeurs d'information et les responsables de la cellule de communication. Cette variole qui continue à inquiéter en République démocratique du Congo, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé appuyée par le ministère national de la santé, jusqu'en fin d'année 2023, plus de 12 000 cas suspects de variole du singe avaient été reconnus positifs, dont 581 décès. Face à cette montée en flèche des cas, les personnels de santé publique qui alertent l'opinion à lever l'option de sensibiliser la population congolaise contre cette maladie. Mais également, il faudra que le système de détection de la variole simienne soit efficace dans les laboratoires. L'augmentation du niveau du fleuve Congo et les dernières pluies diluviennes n'ont pas causé des dégâts qu'en République démocratique du Congo, mais aussi au Congo-Brazzaville. Des ménages engloutis, des familles qui manquent ou posaient la tête, plusieurs cris d'alarme ont été tirés par des organisations humanitaires et par des victimes elles-mêmes. Mais vraiment, en tout cas, c'est compliqué. C'est pour une première fois que je vois cette inondation par ici. Pas peut-être une première fois dans le Congo, mais ici, là, c'est pour une première fois. Pour répondre à cette situation, les Nations Unies ont mobilisé 3,6 millions de dollars. À en croire Chris Mburu, coordonnateur du système des Nations Unies, la réponse avec ces moyens se focalisera sur 4 départements, dont Likwala, Cuvette, Plateau et Poule, afin d'apporter un soutien dans les zones les plus touchées. Les activités incluront des réponses d'urgence des santé, nutrition, éducation, sécurité, alimentation et protection. Car les dégâts est grave, au point qu'il s'agit aujourd'hui de 9 des 12 départements du Congo qui sont touchés depuis près de 3 mois par une série d'inondations qui ont affecté au moins 1,7 million de personnes, créant ainsi une nécessité en assistance humanitaire pour plus de 350 000 sinistrés. Selon l'ONU, au moins 27 000 élèves des zones inondées ne sont plus scolarisés. 2300 hectares des terres agricoles et les arbres fruitiers sont sous l'eau. Des centaines de femmes accouchent sur des bateaux ou des chambres opératoires inondées.
Désormais, les populations craignent l'apparition de maladies hydriques. Les inondations sont récurrentes au Congo-Brazzaville, mais le niveau de destruction actuel est catastrophique, estiment les acteurs humanitaires qui s'attendent au pire dans le futur en raison des changements climatiques. Les conditions nécessaires au lancement des travaux de construction du nouvel aéroport international de Njili à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sont remplies à 95%. C'est ce qu'a indiqué le mardi dernier Marc Ekila, ministre congolais des Transports et Voies de Communication, annonçant le lancement imminent des travaux d'une durée de 2 ans dans les prochains jours par le président de la République, Félix Tshisekedi, dès que son agenda le permettra. Ces travaux financés à hauteur de plus de 1,2 milliard de dollars américains seront exécutés par la société turque Milvest. Lors des échanges à l'aéroport de Njili entre le ministre des Transports, les responsables de la régie des voies aériennes et les représentants de la firme Milvest, la maquette de ces nouvelles infrastructures a également été présentée. Marc et Kila ont visité le site où seront érigés ces édifices assainis avec le concours d'un cabinet international. Sans preuve et sans accès au site de la catastrophe, la communauté internationale peine à réagir au crash de l'avion militaire russe à Belgorod, en Russie, près de la frontière ukrainienne, le mercredi 24 janvier dernier. Selon Moscou, l'appareil transportait notamment 65 prisonniers de guerre ukrainiens. Kiev et Moscou se rejettent mutuellement la responsabilité de ce crash. Elles ont continué à le faire à l'ONU hier jeudi 25 janvier, où une réunion spéciale sur le sujet avait été convoquée à la demande de la mission russe. Aussitôt suspendu pour 4 matchs donnés avec succès plus une amende de 5 000 $, le sélectionneur principal du Maroc, Walid Regragui, devra désormais purger une peine de match, dont un avec sursis, grâce à l'intervention de la Fédération royale marocaine de football, à l'issue du verdict rendu public par les instances disciplinaires de la CAF, après l'ouverture d'une enquête contre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération congolaise de football association, suite aux incidents survenus à la fin du match qui opposait la RDC face au Maroc, qui s'est soldé par un nul d'un but partout, en prévision de la deuxième journée de phase des groupes de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a été caractérisée par une altération entre Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, et Chancel Mbemba, le capitaine de la sélection congolaise, qui s'est transformée par une bagarre générale entre les deux équipes. Selon la décision de la CAF, une amende de 20 000 $ est infligée aux deux fédérations marocaine et congolaise. Walid Regragui suspendu pour 4 matchs dont 2 en sursis et devra s'acquitter d'une amende de 5 000 $. Et enfin, une amende de 10 000 $ est infligée à la Fédération royale marocaine de football pour l'utilisation de fumigènes par ses supporters durant le match. Cependant, la Fédération royale marocaine de football a interjeté un appel auprès de la Confédération africaine de football concernant la suspension de Regragui. Du coup, la suspension a été réduite dans des matchs avec un sursis, permettant ainsi au Maroc de bénéficier son coach sur les bancs lors du 8e de finale contre l'Afrique du Sud le mardi prochain. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour le 8e de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023 en tant que deuxième du groupe F après leur match nul devant le Taifa Stars de la Tanzanie le mercredi en match de la 3e et dernière journée au stade Amadou Gon Coulibaly à Karongo. Chemin faisant, les Léopards croiseront les Pharaons d'Égypte en 8e de finale. L'Égypte, c'est une très bonne équipe. Mais on a bien vu que cette CAN, il n'y a pas une équipe sûre qui peut aller, tu vois. Et nous, on va continuer à faire notre boulot. On ne retient que la qualification ce soir, donc il faut être content de ce qu'on a fait. La dernière CAN, on n'y était pas. Ce soir, on se retrouve en 8e de finale. Donc ce soir, on va bien profiter et demain se retourner vers le match contre l'Égypte. On n'a pas peur du Maroc, on n'a pas peur de l'Égypte, on n'a pas peur de la Tanzanie. On va aller dans tous les matchs forts.
Ouais, il faut, dans tous les matchs, il faut faire un gros match parce qu'on voit dans cette compétition, même les grandes équipes, ils sont déjà sortis. Ça veut dire dans tous les matchs, il faut vraiment donner le meilleur. Dieu l'a fait grâce, on est qualifié. Premier objectif. Cette canne, c'est pas facile. C'est pas facile pour imposer, c'est pas facile. Mais bien sûr, dans la vie, il faut apprendre chaque jour. Hein. Chaque jour. Mais les plus importants sont là. Sur les 24 nations qui ont pris part à cette phase de poule, 16 sont qualifiées pour le prochain tour, le 8e de finale. 8 autres sont éliminés au premier tour, dont les grandes nations comme l'Algérie, le Ghana et la Tunisie. Une CAN dite surprise où l'Égypte et le Cameroun sont difficilement passés pour ce prochain tour. Dans le groupe A, c'est la Guinée équatoriale première et le Nigeria deuxième qui sont passés. Dans le groupe B, le Cap-Vert premier et l'Égypte deuxième se sont tapés la part du lion. Le Cap-Vert, qui a été la première nation africaine à rejoindre les rencontres à l'élimination directe grâce à sa victoire face au Mozambique ce vendredi 3-0. Dans le groupe C, le Sénégal est sorti premier sans défaite, la seule équipe à avoir totalisé le maximum de points. Le Cameroun l'a suivi avec 4 points dans ce groupe. Dans le groupe D, l'Angola premier et le Burkina Faso deuxième. Le groupe E, le Mali premier et l'Afrique du Sud deuxième. Enfin, dans le groupe C, c'est le Maroc et la RDC qui sont passés. Sont qualifiés comme le meilleur troisième, la Guinée, la Mauritanie, la Namibie et la Côte d'Ivoire au bout de fil. Le derby quinois entre V-Club et DSMP s'est terminé en queue de poisson le mercredi au stade Tata Raphaël à Kinshasa en match de la 13e journée du groupe B du 29e édition du championnat national l'INAFOOT en sigle. À la 36e minute, V-Club a bénéficié d'un penalty consécutif à une faute de main d'un défenseur du DSMP dans la surface fatale. Au moment de la sentence de cette sanction par Platini Mpiana Munzinzi, quelques Imaniers lui ont empêché d'exécuter ce penalty. Plus d'une trentaine de minutes après, toutes les tentatives de jouer le penalty se sont avérées vaines. Pour la même raison, 97e minute après les coups d'envoi, la police a dégainé des gaz lacrymogènes au pourtour des supporters du DSMP pour les disperser. Sur ces entrefaites, le trio arbitral et les autres officiels ont été pris en charge par les agents de l'ordre, sanctionnant la fin du match en catastrophe. À ce niveau, il ne reste qu'à la commission des compétition de la Ligue nationale de football de statuer sur l'issue de ce match. Il faut savoir que sur le 29 matchs entre ces deux équipes de la capitale, 16 victoires pour V-Club, 5 pour Motema Pembe et 8 résultats nuls selon l'histoire des résultats établis par cette entité sportive. C'est la fin de cette grande session d'information sur la radio-télévision Kimbangi.